Merci. Effectivement, mon sujet de recherche, comme l'a introduit M. Verret, c'est donc le cinéma scientifique de 1900 à 1930, du fait scientifique au fait spectaculaire, entre transmission et attraction. Effectivement, dans le cadre de ce séminaire, je vais plutôt axer mes propos entre 1900 et 1920 pour rentrer dans les temporalités de ciné 1908-1919. Un petit mot d'introduction en fait sur les raisons de mon sujet de recherche. À la base, c'est né en fait d'un intérêt, on va dire, plus global sur le patrimoine scientifique audiovisuel, même jusqu'à nos jours. Voilà, c'était un intérêt personnel de ma part, quelque chose qui m'intéressait. Et en fait, se repencher, enfin faire un pas en arrière et remonter en fait aux sources du monde de la science et du monde du cinéma qui se rencontrent, ça a été tout de suite très stimulant et très intéressant. Et donc voilà, je suis vraiment partie on va dire, de l'origine scientifique du cinéma, qui est vraiment admise et répandue en histoire du cinéma. Donc j'ai mis en illustration cette phrase d'Alexis Martinet dans son ouvrage Le cinéma et la science. Le cinéma est né scientifique. Voilà, je trouve que ça restitue bien cette idée. Et en fait, quand on se penche sur sa catégorisation, on va dire commune, pas forcément spécialisée, en tout cas dans sa définition contemporaine, de nos jours, le cinéma est plutôt associé à un art du spectacle, associé à une technique d'enregistrement continu d'image et de son. Et donc voilà, au tout départ, ce glissement vers la dimension artistique du cinéma m'a paru vraiment intéressante à questionner d'un point de vue historique. Donc ça, c'est vraiment au tout départ, très général. Et donc voilà, pour entamer des pistes de réflexion, l'idée a été vraiment de repartir du coup de la naissance du cinéma, donc avec l'arrivée du cinématographe plus précisément, et les images de la science, en tout cas de voir quel croisement il y a entre cinématographe et image de la science. Et a tout de suite eu une lecture qui m'a paru intéressante, c'est celle en fait du spectacle, qui pouvait trouver la notion de spectacle peut trouver un lien commun entre ces deux mondes entre guillemets que je cherche à restituer dans un monde commun justement. Et donc en fait voilà, avec l'arrivée du cinématographe, on peut considérer que c'est un nouveau spectacle quand il arrive, et même justement quand ça continue jusqu'aux années 20, un nouveau spectacle dans le sens qu'il convoque d'autres disciplines artistiques à l'intérieur même de ce médium. Et aussi, voilà, c'est un spectacle dans le sens où la performance et la prouesse scientifique du procédé cinématographique est un spectacle en soi, quelque chose qui est inédit. Et en parallèle aussi, les images de la science, on peut considérer, donc pour un public pas forcément initié, un spectacle en soi, d'avoir accès à des images de la science. Ce spectacle, il sera soutenu en fait par la production et l'exploitation de films scientifiques qu'on appelle un grand ensemble de films scientifiques, donc variés, avec plusieurs utilisations, plusieurs fonctions, plusieurs publics et en fait plusieurs sous-genres. Donc, il y a le film scientifique en tant qu'instrument scientifique pour vraiment accompagner une démarche d'observation scientifique. Il y a le film le film scientifique qui s'apparente plutôt à un outil pédagogique de transmission des connaissances. Et après, il peut y avoir aussi, j'appelais ça un objet vulgarisateur, à l'autre bout, il peut y avoir encore d'autres publics, d'autres utilisations des images de la science qui vont au-delà de la simple volonté de transmission, qui peuvent aussi s'attacher à des logiques derrière commerciales, stratégiques. Voilà. Et en fait, ce qui soutient ce nouveau spectacle, c'est vraiment le mouvement. Voilà, il y a vraiment une dimension spectaculaire à montrer les images de la science en mouvement. Pardon. Donc ça, c'était vraiment les pistes de départ qui ont vraiment mené à mon sujet de recherche. Vraiment, j'essaye
d'interroger ce temps de rencontre entre science et spectacle sous l'angle des films scientifiques en France, donc pendant cette période 1900-1930. Et donc voilà, principalement, beaucoup de questions ont émergé, qui est vraiment voilà, comment définir ces objets cinématographiques, quelles sont leurs caractéristiques propres et communes, quel a été leur retentissement économique, social, et comment surtout les insérer dans une histoire plus large que l'histoire du cinéma et l'histoire des images. Et donc ça passait par 3 objectifs principaux pour atteindre justement ce grand objectif qui est bon, et ça reste un mémoire, mais en tout cas, voilà, j'ai vu donc un premier objectif qui était vraiment de reconstruire les héritages historiques entre images, sciences et spectacle, et vraiment de faire un zoom sur ce passage des images fixes aux images animées. Et de mettre en perspective avec l'arrivée du cinématographe et même son attractivité pour la transmission de savoir accessible au grand public. Ce qui est dans le fond, ce qui m'intéresse quand même beaucoup dans mon sujet de mémoire, c'est comment ces objets cinématographiques peuvent transmettre des savoirs accessibles au grand public, à un public qui est non initié. Ça, c'était un premier point. Et ensuite, l'objectif quand même central, c'est de mettre en place une méthodologie d'analyse comparative pour définir précisément le sous-genre du film scientifique. Donc, vraiment, de travailler sur sa catégorisation, de trouver des caractéristiques communes, différentes dans chaque sous-genre. Et voilà, ça passe par vraiment l'analyse des formes et des discours, donc l'analyse des images, des intertitres, de leur contexte aussi médiatique. Voilà, ça prend en compte plusieurs paramètres. Et ensuite, dans un dernier temps, insérer le genre du film scientifique dans une portée socio-économique, justement, s'intéresser vraiment au retentissement sociétal plutôt, pardon, de telles productions, qui a regardé ces films scientifiques, comment ils ont été reçus, quel est l'univers médiatique qui les entoure, quel est le rôle aussi de cet univers médiatique, et aussi dans une moindre mesure le potentiel économique aussi de ce genre de film. Donc essayer de retracer aussi les stratégies commerciales et promotionnelles de ce type de film. Voilà, ça c'était mon sujet de recherche dans les grandes lignes. Donc ensuite, oui, j'ai en fait pour ce mémoire, ça c'était c'est les grandes lignes de mon projet. Je précise aussi en fait que donc actuellement je suis en M2, j'aurais dû finir mon mémoire l'année dernière, mais voilà, avec la situation sanitaire, j'ai pas pu finir tous mes travaux. Donc en fait, ce que je vous présente là, voilà, c'est toujours en cours. Et dans tous les cas, voilà, j'avais ces objectifs que je viens de vous présenter dès le départ, mais il fallait faire un effort de baliser un peu plus le sujet, qui est quand même s'il est très spécifique, il y a quand même beaucoup d'acteurs, de sociétés de production. Il y a un choix qui a dû s'imposer, en tout cas pour cette première année. Et donc, moi, j'ai fait le choix, en fait, de prendre comme modèle théorique, on va dire, le cinéma de Jean Comandon. Donc, en fait, Jean Comandon, c'est vraiment une personnalité centrale, comme l'a dit Monsieur Verret. C'est une personnalité centrale, en fait, dans ce chapitre-là du cinéma scientifique pendant cette période. Donc, c'est un médecin cinéaste et qui est le père de ce qu'on appelle l'ultra-cinématographie. On en reviendra en plus en détail plus loin. Mais voilà, concrètement, en fait, toute son œuvre a été vraiment un bon point de départ pour traduire tous ces croisements entre la science, les images, le cinéma, ou plutôt le cinématographe, pendant cette période. Et voilà, toute son œuvre rencontre d'une forme de dimension spectaculaire commune à tous ces films, qu'ils soient de recherche ou qu'ils soient de vulgarisation. Voilà, pour moi, ça a été très intéressant de commencer par là.
Et donc, voilà, il a fait plusieurs types de films. On reviendra plus en détail sur ces types de films. Mais en tout cas, il a fait des films de recherche sur les microbes. Donc, ça, c'est un peu le point de départ. Il a fait des films de recherche sur les microbes en mouvement pour trouver justement des techniques pour retracer ce mouvement. Donc, c'était vraiment époustouflant à l'époque. Et c'était vraiment une véritable nouveauté pour le monde scientifique. Donc, il y a vraiment eu ça a vraiment constitué une vraie nouveauté scientifique. Et après, donc dans une continuité de cette nouveauté scientifique, ces savoir-faire, ils sont pas forcément, enfin, ils ont été mis à profit d'un cinéma, on va dire, plus éducatif et vulgarisateur, par notamment sa collaboration avec l'industriel Charles Pathé, qui a perçu très rapidement le potentiel justement de cette découverte spectaculaire qui était filmer l'infiniment petit et de retracer les mouvements de l'infiniment petit. Du point de vue de Charles Pathé, c'est une toute nouvelle attraction, c'est un tout nouveau spectacle cinématographique qui convient de montrer et de montrer au grand public. Et donc, en fait, voilà, ces prises de vue ultra cinématographiques qui ont émergé dans un contexte de recherche, elles ont enfin été utilisées. Elles ont été utilisées pour être décloisonnées et pour atteindre des publics non initiés et pour aller jusqu'aux salles de cinéma grand public. Et donc voilà, c'est en ce sens que l'œuvre de Comandon, ça englobe beaucoup, ça englobe toute cette dynamique qui est qu'un fait scientifique se transforme en fait spectaculaire avec le cinématographe. Même si ces films de recherche, à la base, ils n'étaient pas censés faire sensation, ça demeurait malgré tout des objets spectaculaires à regarder, qu'on soit scientifique ou un enfant ou quelqu'un qui n'y connaît absolument rien en microbiologie. Et donc voilà. Et après, ce choix, il résulte aussi d'un cadre théorique préexistant avec beaucoup de travaux qui ont été faits dessus. Donc, notamment un livre qui a été assez phare pour moi. D'ailleurs, les sources de ces images proviennent de ce livre. Qui s'appelle Filmer la science, comprendre la vie, le cinéma de Jean Comandon aux éditions CNC, et donc qui a été coécrit par plusieurs personnes, dont Thierry Lefebvre, qui pourra vous en parler aussi juste après. Donc, je passe aussi sur tout ce contexte théorique. Il y en a néanmoins, il y a aussi un concept qui m'a beaucoup aidé, qui est la période du cinéma d'attraction, développé par Tom Gunning et André Gaudreau, pardon. Ça a été fondamental en fait pour développer mon mémoire, en particulier justement pour le cas Comandon. Donc avec leur article très connu, Le cinéma des premiers temps, un défi à l'histoire du cinéma, point d'interrogation. Dans cet article, les deux auteurs, ils ont développé l'expression cinéma d'attraction pour justement contrer l'idée d'une histoire du cinéma linéaire qui tend vers la narration de manière linéaire, et qu'au contraire, qui soutiennent un lien assez fondamental entre les spectacles et la culture de masse. Et donc voilà, cette idée m'a paru tout à fait pertinente pour appuyer cette dimension spectaculaire dans des films scientifiques, et en particulier les films de Jean Comandon et ses films de vulgarisation. Voilà. Donc ensuite, j'ai un peu mieux développé le concept clé de ce mémoire, qui est justement la dimension spectaculaire. Pour moi, on conçoit bien en fait quelque chose de commun entre les images, le cinématographe, la science, le fait de spectaculariser la science. Voilà, j'ai trouvé plusieurs niveaux dans ce concept clé qui est intéressant. Donc le cinéma, déjà, au premier niveau, donc le cinéma en tant que spectacle total, même non seulement un spectacle, mais un spectacle total, pour reprendre l'expression de Claude Samuel.
donc qui rassemble plein d'autres disciplines et donc qui convoque voilà, l'image, le mouvement, le théâtre aussi parfois, bon, même dans les films, même dans les films de vulgarisation scientifique. Et donc en se basant vraiment sur la définition propre du spectacle, c'est-à-dire de ce qui est donné à voir, ce qui attire l'attention et ce qui éveille des réactions. Donc ça, c'est voilà, le premier niveau de la dimension spectaculaire, ça renvoie vraiment à sa définition artistique, mais même à des pratiques sociales même différentes. Le spectacle, ça peut enfin, le spectacle en tant que pratique sociale mondaine et bourgeoise, comme par exemple l'opéra, et à l'inverse le cirque pour des voilà, pour des excusez-moi, je perds mes mots, pour un public plus ouvrier et modeste. Et ensuite, donc, le deuxième niveau, c'est la spectacularisation de la science en soi. Donc, en fait, le fait de spectaculariser quelque chose, donc de transformer un événement, une action en spectacle. Et de le rendre spectaculaire. Et donc, en fait, c'est assez intéressant à mettre en perspective avec l'arrivée du cinématographe, parce que justement, le fait d'avoir réussi à reproduire, à remettre des images en mouvement, ça a rendu de base un événement spectaculaire. Et donc, pour passer du fait scientifique au fait spectaculaire, voilà, ces deux niveaux conjugués ensemble pour le cas des films scientifiques, ça donne en fait, le film scientifique représente, le cinématographe et le contenu du cinématographe à diffuser des images de la science, c'est à la fois un nouveau regard pour la science, sur le monde scientifique, et c'est en même temps une forme de spectacle nouveau pour la société. Et donc, si on fait une somme, le cinéma scientifique des années 1900 à 1930, 1920 même, ça fait un spectacle d'observation, de contemplation et d'étude des choses de la vie. Et donc ensuite, donc de tout ça est née une problématique donc, qui est la suivante. Dans quelle mesure le cinéma de Jean Commandon durant les années 1900-1930, il y a une faute de frappe, pardon, a-t-il recours à une dimension spectaculaire pour favoriser la transmission d'une connaissance scientifique? Voilà, il y a eu cette formulation de problématique qui m'a aidée à répondre à ça à travers le mémoire. Et donc voilà, ça a suscité des hypothèses de départ qui sont qu'il y a une continuité historique entre son œuvre et le mécanisme de spectacularisation des images fixes pour transmettre un savoir, et que l'utilisation du mouvement par les prises de vue et le montage entraîne en fait une nouvelle relation entre l'image et le texte. Ça, c'était les deux hypothèses de départ. Et après, voilà, il y avait aussi des points d'attention qui ont été pris en compte aussi pour cette problématique, qui sont que voilà, la patrimonialisation des films scientifiques est encore en cours, qu'il y a différents sous-genres de films scientifiques avec différents publics visés, différents traitements spectatoriels, qu'il y a aussi un contexte de médiatisation du film scientifique par la presse à ne pas ignorer, au-delà de l'analyse formelle des images et des films, et qu'il y a clairement une portée éducative et pédagogique des films scientifiques à affiner, clairement à affiner. Et donc, j'ai constitué aussi un corpus en fonction de tout ça. Et donc, la première étape, voilà, ça a été de faire un inventaire de tous les films de Commandon, et de petit à petit, avec un effet d'entonnoir, de les sélectionner pour arriver à un corpus de 50 films.
Et donc pour ça, des réflexions sur la typologie du film scientifique s'est amorcé aussi en même temps. Parce que, par exemple, donc, dans tous les films répertoriés de Jean Comandon, j'essayais de croiser donc de tous les travaux, tel film, à quoi il était à Paris. Est-ce que ce film est considéré comme un film scientifique? Est-ce qu'il est considéré comme un film de recherche? Voilà, en croisant en croisant plusieurs travaux, je suis arrivée à la typologie, j'ai croisé plusieurs typologies que vous voyez en bas. Et en fait, dans tout l'inventaire des films de Comandon, donc sur les 400, il y en avait 200 qui étaient considérés comme des films scientifiques. Et ensuite, il y en avait beaucoup moins qui étaient considérés comme des films d'enseignement et encore moins des films de vulgarisation. Donc, il n'y en avait que 5. Et aussi des films de propagande sanitaire. Et donc, ce grand ensemble de films scientifiques, il était clairement, pour moi, ça faisait partie voilà, des objectifs qui étaient d'affiner cet ensemble et d'être un peu, voilà, d'essayer de trouver une méthodologie qui puisse déterminer si tel film s'apparente plutôt à un film de recherche, plutôt à un film d'enseignement ou plutôt à un film de vulgarisation. Et donc en fait il fallait trouver, et donc déjà dès le visionnage des premiers films, je me suis rendu compte que c'était difficile justement de classer de classer tous ces films dans des catégories précises et sûres. Il fallait trouver plusieurs paramètres que tous ces films ont en commun, mais qui sont combinés à doses variables dans l'ensemble film scientifique et qui pourraient donner lieu à des sous-genres, à des sous-catégories. Et donc pour ça, voilà, j'avais construit une grille d'analyse voilà, pour mieux analyser les images et le texte pendant le visionnage. Et j'ai trouvé 4 paramètres qui sont en lien avec plusieurs choses, avec le type de vocabulaire utilisé, les mouvements de caméra, la diversité aussi des plans, la cadence aussi du montage, plein d'éléments qui relèvent du dispositif du film. J'ai essayé voilà, de trouver 4 paramètres qui pouvaient tous être rentrés dans les caractéristiques d'un film scientifique, mais à l'intérieur de ces paramètres, des doses variables, et donc qui permettraient de mieux définir le sous-genre du film en question qui est étudié. Et donc, en fait, pour la première année, je me suis beaucoup attardée sur les intertitres et sur le texte. J'ai bien sûr analysé les images, etc. Mais en fait, cette grille d'analyse, donc avec ces 4 paramètres, ils se reposent beaucoup sur ma lecture des intertitres, sur la manière de présenter ce qu'on voit à l'image. Donc, par exemple, quand je parlais de dimension spectaculaire, je l'ai scindé en 2. Donc des films qui auraient une dimension spectaculaire faible et une autre plus forte. Un discours froid. Alors ça, froid et chaud, j'ai vraiment mis des guillemets parce que je cherche une autre dénomination pour rendre mieux compte de ce que je veux dire. Mais voilà, en tout cas, c'est l'utilisation du vocabulaire. Est-ce que c'est du vocabulaire sensationnel ? Est-ce que le vocabulaire utilisé, il est là pour strictement accompagner l'observation d'un sujet filmé? Voilà. Et en gros, ça a donné lieu à ce type de lecture où on retrouve tous ces paramètres et ils sont combinés à 2 variables, et un film de vulgarisation va avoir ces paramètres-là, donc une dimension spectaculaire très forte, un discours chaud, et encore une fois, voilà, je suis pas encore, j'ai pas encore trouvé un terme adéquat, chaud dans le sens sensationnel, un souci didactique plutôt fort, et une expérience spectatorielle qui est commune à tous les films. Et donc, à l'inverse, les films de recherche vont s'opposer un peu aux films de vulgarisation. Et en fait, entre les deux, il y a les films d'enseignement qui, en fonction du public un peu plus précis de ces films d'enseignement, vont être vraiment entre les deux. Certains vont s'apparenter beaucoup plus à des films de recherche et d'autres beaucoup plus à des films de vulgarisation. Et donc, en fait, ça a été
le premier constat, en fait, d'un point de vue méthodologique, que voilà, déjà, il y avait, ma méthodologie, elle ne prenait pas assez en compte l'image, et il y avait la catégorie film d'enseignement qui était vraiment très poreuse. Voilà. Ensuite, donc, j'en viens un peu aux résultats, et là, j'insère un peu plus donc, cette méthodologie dans un travail plus large, plus large de mon sujet de mémoire. Et donc, j'ai fait une première partie. Sur vraiment ce que je disais tout à l'heure, une contextualisation historique des usages des images de la science, que ce soit côté scientifique ou côté grand public, et plus précisément d'analyser ce passage des images fixes aux images animées, qu'est-ce qu'il a représenté, et quels sont les héritages de ce passage avec la cinématographie, l'ultra-cinématographie de Jean Comondon. Et donc, en tout premier lieu, voilà, j'étais vraiment remontée aux usages à la fois récréatifs et scientifiques de certains objets dès le XVIIe siècle. Je passe vraiment les détails, mais j'avais beaucoup donné d'exemples. L'exemple le plus révélateur, c'était l'exemple de la lanterne magique, où en fait, la lanterne magique, donc, qui est ce petit outil qui permet à un public assez restreint de voir des images projetées sur un mur grâce à un effet avec une lentille de verre optique dans l'appareil. Et en fait, l'histoire de la lanterne, pour moi, elle a un écho aussi avec ce que j'étudie, dans le sens où la lanterne a toujours été entre la science et le spectacle. La science, parce que son créateur était un astronome donc quelqu'un qui avait un savoir-faire technique poussé sur l'optique, etc., mais qui cherchait un moyen de projeter en fait ses propres créations artistiques. Et donc, il l'a appelé la lanterne de la peur. Il y a eu un grand succès. Ensuite, donc, du coup, le monde scientifique, il s'en est un peu éloigné parce que c'était très sensationnel. Ensuite, le monde scientifique, il a trouvé ça intéressant quand même pour étudier l'optique. Enfin, il y a eu des tâtonnements avec la lanterne magique, et il y a eu, qui se situe vraiment au croisement entre science et spectacle. Et voilà, c'était un bel exemple pour prouver que déjà le goût des images et de la science, c'était intérieur au cinéma. Donc que ce soit côté vraiment public non initié, mais aussi dans le monde scientifique, même s'il y a eu des tâtonnements. Mais en tout cas, voilà, le public, le grand public était déjà récepteur d'une culture visuelle et scientifique. Ça, c'est la première chose qui a fait ressortir cette partie. Et ensuite, donc, en continuant, donc, je suis arrivée jusqu'aux périodes des inventions occidentales du 19e siècle. Là, pareil, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais en tout cas, voilà, j'ai analysé comment l'arrivée de la microscopie, de la photographie, de la radiographie ont apporté un nouveau regard pour l'ontologie occidentale, également, qu'elle soit scientifique ou non scientifique. Quel a été l'impact de ces inventions? Et donc là aussi, il y a évidemment un primat des images fixes sur les images animées, primat dans le sens où les images fixes étaient déjà utilisées avant. Et en fait, avec l'arrivée du mouvement, il y a vraiment une coexistence non linéaire en fait, entre la photographie, la chronophotographie par exemple. Il y a vraiment c'est vraiment un bouillonnement d'utilisation. Voilà, en fait, c'est les images en mouvement qui ont bouleversé l'ontologie occidentale, mais avant, il y avait quand même beaucoup de tâtonnements là-dessus. Et donc, oui, je m'attarde un tout petit peu plus sur l'arrivée du cinématographe et de la spectacularisation de la science par le cinématographe. Et donc, en fait, excusez-moi, je me suis perdue. Non, c'est bon. Et donc, en fait, l'arrivée du cinématographe donne un coup, en fait, à la spectacularisation de la science à des fins éducatives et récréatives. Il y a vraiment un emballement, même dans le monde éducatif. Il y a une prolifération de revues
sur le cinéma et sur l'enseignement de l'époque qui parle justement de l'utilisation du cinématographe à des fins instructives. Il y a vraiment un grand enthousiasme dès le départ entre la combinaison d'images fixes et d'images animées dans la vulgarisation des sciences naturelles. Et donc, en fait, avec l'arrivée du cinématographe, il y a vraiment l'avènement du cinéma scientifique, on va dire, avec plusieurs types de productions pour la diffusion de connaissances, donc relatives à plusieurs types de publics. Comme je vous disais, donc les films de vulgarisation scientifique accessibles au grand public, les films de recherche scientifique destinés aux scientifiques et les films d'enseignement diffusés dans un environnement qui peut être scolaire, universitaire ou familial, un peu plus large. En fonction des films. Et en fait, voilà, de même que la pratique scientifique autour des images, elle vacille en fonction des périodes, que je ne vous ai pas trop détaillées, la pratique cinématographique, elle va suivre en fait cette même logique. Donc, en fait, lors de sa naissance officielle en 1895 par les Frères Lumière, le cinéma, il acquiert vraiment un statut ambigu. Il est avant tout perçu comme un nouvel instrument d'expérimentation et de mémorisation du monde. Et donc, ce n'est pas anodin de mentionner que les premières spectacularisations de la science, par l'image en tout cas animée, apparaissent simultanément à cette époque, avec par exemple l'hystérie de Charcot, qui est largement filmée aussi à des fins spectaculaires, même si au départ, c'était, donc selon Charcot, qui était un professeur en neurologie, c'était vraiment plutôt d'enregistrer avec précision les expressions faciales de ses patients, mais malgré lui, ces images ont provoqué des scandales du monde scientifique parce que voilà, il y a eu un décloisonnement de ces images qui a fait un peu peur. Et il y a eu d'autres histoires comme ça, même avec justement le cinématographe. Il y a eu plein d'histoires où en fait le cinématographe il a tout de suite fait peur aux scientifiques, notamment avec le docteur Eugène Louis Doyen aussi, qui avait filmé une opération chirurgicale et qui, comme on le sait, a fini dans les foires. Donc voilà, au tout début, ça a été un peu chaotique. Et en fait, il y a aussi eu les films ultra rapides de Lucien Bulle, réalisés dès 1904 à l'Institut Marais, qui ont marqué quand même un type de production particulier dont Jean Commandon en a un peu l'héritage, qui est de filmer la nature avec des films botaniques qui insuffleront aussi beaucoup de sujets de vulgarisation scientifique par la suite. Voilà, je vois que j'ai un peu dépassé sur le temps, donc je passe à la suite. Pardon. Et donc la deuxième partie un peu plus centrale de mon mémoire, c'était vraiment de me concentrer sur Jean Commandon, de mettre en perspective justement cette contextualisation historique à son cas, parce qu'encore une fois, pour moi, c'était vraiment un exemple complet de spectacularisation au cœur de ce passage fixe image fixe, image animée. Et donc j'avais fait une première partie sur le parcours de Jean Commandon. Pareil, je passe un peu les détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment eu une progression de sa personnalité de chercheur médecin à médecin cinéaste pendant sa carrière, justement. Et l'étape déterminante, en tout cas au départ, a été la rencontre avec Charles Pathé, justement. Et il y a eu une cohabitation très nette entre les recherches scientifiques de Jean Commandon, donc ses objectifs à lui, et les stratégies commerciales de la société Pathé, enfin la société de Charles Pathé. À l'époque Pathé Frères. Et donc, voilà, il y avait des éléments de son parcours biographique qui étaient intéressants à mettre en perspective pour ça. Il y a aussi eu la stratégie commerciale de Charles Pathé qui était très intéressante à aborder et à prendre en compte. Parce que voilà, Charles Pathé a quand même eu un rôle stratégique et commercial important dans la production de ses films. Et on peut aussi, sans vouloir refaire l'histoire du cinéma et de le mettre dans un contexte trop généralisant non plus, il y avait quand même un contexte de concurrence
et de conseil à l'innovation qui est non négligeable et qui est à prendre en compte avec les autres sociétés de production, et en particulier l'encyclopédie Gaumont de Léon Gaumont. Donc voilà, j'avais essayé d'explorer un peu quelles étaient ses réelles motivations à faire des films scientifiques, en tout cas à financer les recherches scientifiques. Donc évidemment, il y avait la raison la plus évidente qui était d'attirer des capitaux de manière générale. Et ensuite, voilà, il y avait cette position en concurrence à Léon Gaumont. Et donc, en fait, il y a aussi eu quelque chose qui arrivait assez tard dans mes recherches, mais qui est pareil, ça a été quand même un point que je vais beaucoup développer, que je vais plus creuser cette année. C'est que, en fait, probablement, Charles Pathé n'aurait peut-être pas conçu de film d'enseignement scientifique dans les classes. En tout cas, même les personnes qui se sont penchées sur ça, c'est pas très clair en fait. Il n'est pas très clair que les films de Jean Comandon se soient retrouvés dans les salles de classe, par exemple. Et donc, il y a eu tout un, j'ai eu tout un doute sur, mais du coup, est-ce que Charles Pathé a vraiment fait du cinéma d'enseignement? Et donc, là, je m'avance un peu, mais je pense, en tout cas en fonction de comment on analyse un peu les plaquettes de promotion du Pathé Baby, par exemple, on a l'impression qu'il se détourne beaucoup quand même des questions d'enseignement, Charles Pathé, et que ce qui l'intéresse, c'est vraiment de conquérir le public le plus large possible et vraiment d'arriver dans le public familial et de proposer des productions à destination du public familial, dont vulgariser les sciences. Ça, on pourra peut-être en reparler après, mais ça, c'est plutôt l'idée qui est ressortie en fait sur les motivations de Charles Pathé. En fait, il n'était pas si intéressé que ça sur l'enseignement, même pas du tout. Donc c'est peut-être un peu naïf de ma part, mais voilà, j'avais pas forcément pris ça en compte au début. Et donc ensuite, voilà, donc de toute la méthodologie d'analyse que j'avais élaborée, j'ai essayé aussi de la remettre justement dans ma partie de mémoire écrite, et donc voilà, qui était l'analyse formelle des films de Jean Comandon pour mettre en évidence sa dimension spectaculaire, analyser son rayonnement scientifique et médiatique, et restituer les différents sous-genres et identifications du recours à la dimension spectaculaire. Là, on a des images de ces films. J'avais pas trop la place de mettre les noms, mais là, par exemple, c'est le film L'Escargot. C'est un film de vulgarisation scientifique. Et donc pour ça, justement, vu le temps imparti, je vais peut-être justement me concentrer là-dessus pour vous donner un peu d'éléments sur ces films. Donc en fait, déjà donc, dans cette partie, j'ai regroupé des noyaux, enfin 5 films noyaux qui représentent un peu les différents types de films que j'ai rencontrés justement dans les visionnages. Et donc j'ai d'abord parlé donc, des films de recherche scientifique. Donc déjà, voilà, il s'agissait déjà de définir ce qu'était un film de recherche scientifique, d'essayer de le définir par rapport aux autres films. Donc un film de recherche, ça désigne plutôt le fait d'enregistrer cinématographiquement des actions en vue d'accompagner la production de connaissances scientifiques. Et donc, en fait, le médium cinématographique, il sert de base d'observation et de raisonnement. Et ça, on le retrouve effectivement dans les films de recherche de Jean Comandon. Donc voilà, par exemple, dans un film, donc, voilà, j'ai pas les films, je suis désolée, mais dans un film donc, qui s'appelle Mécanisme de la phagocytose des trypanosomes, phénomène d'accolement, donc c'est sur des organismes parasites, enfin sur l'étude de ces organismes parasites. Typiquement, l'enchaînement mécanique entre les différents plans et intertitres de ce film rappelle lui-même en fait le mécanisme observé à l'ultramicroscope. Les montages et les prises de vue suivent strictement cette idée. D'un côté, les prises de vue sont choisies afin de montrer le sujet dans un souci vraiment de précision, notamment sur les sujets étudiés qui sont en mouvement.
Donc voilà, par exemple, dès qu'un trypanosome, donc l'organisme qui est étudié, il sort du cadre, il y a une autre prise de vue qui s'enchaîne pour qu'on puisse à nouveau l'observer dans son entièreté. Voilà, si quelque chose, où il peut y avoir aussi des intertitres qui accompagnent l'image et qui complètent ce qu'on vient de voir, mais d'un point de vue clairement descriptif et observationnel. Et donc même les échelles et la composition des plans rendent directement compte de ces raisons, du recours à la cinématographie. Et ce qui est en fait voir avec plus de précision, plus de netteté de ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Et donc le choix de ces prises de vue semble se justifier vraiment en fonction des besoins de l'étude scientifique du sujet en question. Donc typiquement, comment mieux comprendre le mouvement des microbes. Voilà, aussi du point de vue du montage, il relate de logique scientifique de l'observation, si je puis dire, parce que le sujet filmé, il suit chronologiquement les différentes étapes du mécanisme observé. Les intertitres aussi, ils viennent accompagner ce souci de transparence et de véracité lié à l'utilisation du médium cinématographique à des fins scientifiques. C'est aussi la raison pour laquelle, dans la plupart des films qualifiés de recherche scientifique, les intertitres sont longs, strictement descriptifs de ce qu'on voit à l'image. Et de temps en temps, il y a aussi des intertitres qui viennent accompagner, à montrer le fait que le procédé cinématographique est un outil scientifique, est une bonne méthode en fait pour mesurer les choses. Il y a vraiment des intertitres, il y a des intertitres vraiment qui parlent de cette pertinence technique d'utiliser le cinéma, avec donc dans Colloïd, mouvement brownien, par exemple, j'ai croisé un intertitre, donc ça c'est un film de recherche, j'ai croisé un intertitre qui disait « Apprécier la netteté ». Donc le caractère technique et savant du vocabulaire qui figure dans ces films de recherche, il suppose quand même que le spectateur il maîtrise des savoirs préalables. Le très faible souci didactique de ces recherches souligne l'importance des connaissances individuelles du spectateur et permet effectivement de reconnaître un film de recherche scientifique. Après, il y a quand même des limites dans le sens où en tout cas, le point commun, déjà, ce qui ressort, c'est qu'il y a dans ce sous-genre film scientifique, c'est qu'il y a vraiment une coexistence entre une démonstration scientifique et une monstration d'une performance scientifique. C'est quelque chose que j'ai retrouvé dans tous les films. C'est une double dynamique qui fait ressortir en fait une dimension spectaculaire dans le fait de voir, les choses en action, même si ces films de recherche, ils témoignent d'une réelle volonté de transparence et de rigueur scientifique à travers des choix de mise en scène très sobres et un vocabulaire strictement adapté aux besoins de l'observation. Et donc, oui, j'en venais, il y a quand même une limite dans ce sous-genre, qui est en fait la porosité du monde de la recherche avec le monde de l'enseignement supérieur. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, il y a des films d'enseignement qui présentent vraiment des caractéristiques formelles des films dédiés à la recherche. Et les catalogues Pathé, ils témoignent d'une production de films dédiés aux enseignants de médecine et donc à un public quand même plus proche que les chercheurs de par leur connaissance avancée dans le domaine des spécifiques. Donc voilà, c'est un peu la limite quand même de cette sous-catégorisation, c'est que des fois, il y a des films d'enseignement qui pourraient nettement rentrer là-dedans. Ça vient un peu brouiller les pistes. Voilà. Ensuite, donc pour ce qui est du genre plutôt des films d'enseignement, justement, ça a été plus difficile avec l'analyse formelle d'avoir les vrais contours de ce sous-genre. Parce que après, parce que des fois ça pouvait vraiment s'éloigner du film de recherche et vraiment s'apparenter à un film de vulgarisation scientifique avec un souci pédagogique certain. Des échelles, des prises de vue et des enchaînements de plans beaucoup plus variés, par exemple, servant des images plus contemplatives, des images qui s'installent un peu plus sur la durée, même si pour autant le mouvement il reste au cœur du dispositif.
voilà, les films d'enseignement sont, voilà, sont ceux que j'ai le plus de mal à définir vraiment. Il faudrait faire des sous-genres, donc c'est pas forcément c'est pas forcément très pertinent. Donc ça, c'était les premiers résultats, hein, qui sont évidemment à approfondir. Parce que, ouais, voilà. Et ensuite, il y a les films de vulgarisation scientifique où là, en fait, il y a vraiment, enfin là, on est un peu aux antipodes quand même du film de recherche, euh, dans le sens où là, il y a vraiment ce que enfin, le double, enfin, la dimension spectaculaire aux deux niveaux qui est utilisée, le procédé cinématographique en soi qui est spectaculaire et les images en soi qui sont spectaculaires. Et là, ça donne un bon combo, en fait, où par exemple, dans l'Oditique, qui est un insecte, on voit à l'image des combats en fait, de Dittic, donc vraiment des images spectaculaires, avec des commentaires très sensationnels. Même voilà, avec un autre exemple en tête, c'est un film de vulgarisation qui s'appelle La Libellule, où là, pareil, il y a clairement même un registre poétique. Voilà, il y a même une citation de Victor Hugo dans les intertitres. Il y a vraiment l'accent sur l'aspect esthétique et la beauté, en fait, l'argument esthétique de ce qui est filmé. Ça apparaît quand même beaucoup moins dans les films de recherche. Et après, pareil, il y a toujours une certaine limite parce que il y a aussi différentes versions de films. Enfin, les films de commando ont différentes versions aussi. Par exemple, là, il y a un film qui s'appelle La Sangsue, où il y a une version scientifique et une version grand public. Et donc, ces films-là, ils sont vraiment très intéressants à analyser pour comprendre justement comment l'utilisation de ces images s'est faite, quel est le passage justement d'avoir capté des images pour la recherche et comment elles se retrouvent dans un film de vulgarisation. Alors malheureusement, j'avais pas réussi à trouver une des deux versions, donc voilà, ça fait partie aussi des points sur lesquels je compte bien travailler, c'est de trouver en fait des films où il y a deux versions, une version grand public et une version film de recherche. Ce serait même plus éclairant pour retracer justement ce traitement d'un fait scientifique à un fait spectaculaire. Voilà. Et donc ensuite, oui, et donc en fait, voilà, ce qui ressort encore une fois, c'est quand même l'utilisation du mouvement, qui est la vraie nouveauté, la vraie nouveauté du cinématographe et de l'ultra-cinématographie. C'est vraiment le mouvement qui est au cœur du dispositif et qui est vraiment utilisé, mis à profit en fonction de ce qu'on cherche à transmettre ou de ce qu'on cherche à montrer. Et donc là, j'ai des images de la cristallisation ou de Jean Commandon, toujours, où on voit, là c'est dur de rendre compte ça avec une photo, mais on voit vraiment que l'utilisation du cadre, elle est prise et elle intègre les mouvements du sujet étudié, ce qui en rend... voilà, ce qui rend les choses pareil, à développer, pardon. Et donc ensuite, j'avais fait une troisième partie sur le cinéma scientifique et ses réceptions publiques. Là, avec le temps qui passe, pareil, je vais aller un peu vite. Mais en gros, l'idée, c'était de s'intéresser vraiment à la réception et au public des films scientifiques, c'est de comprendre qui regarde ces films, dans quel contexte, et in fine, quel est le rôle social des films scientifiques. Et donc, j'avais essayé de faire une cartographie des publics. C'était plus une cartographie mentale. C'était essayer de repérer des lieux de projection, en tout cas en France, et de voir comment les films scientifiques ils étaient insérés, comment les films scientifiques ils étaient insérés dans une programmation générale ou non, voir où ils se situaient en fonction du public, etc. Et ensuite, de trouver quand même des corrélations entre consommation de films scientifiques et pratiques sociales et culturelles.
Et ensuite, voilà, il y avait une dernière partie vraiment qui s'attachait de manière assez particulière, vraiment l'univers promotionnel du cinéma scientifique à travers le cas Commandon, et vraiment de compléter l'analyse des films avec les affiches promotionnelles, les plaquettes de présentation, des films, des actualités journalistiques. Là, par exemple, on a un exemple d'article qui est sorti dans le Figaro, justement au lendemain de l'Académie des sciences, quand Jean Commandon a présenté son travail. Voilà, dans la presse générale, donc là on ne voit pas très bien, mais voilà, l'idée c'est aussi d'analyser toute la presse, qu'elle soit spécifique ou générale, et voilà, de voir comment ces films, comment l'œuvre de Jean Commandon a retenti, ou pas d'ailleurs, dans une moindre mesure. Et donc, pardon. Et donc, en fait, voilà, à la toute fin, ça a quand même confirmé l'idée qu'il y avait bien des correspondances avec le cinéma d'attraction de Tom Gunning et Daniel Boudreau, et qu'en fait, la structuration du public du cinéma scientifique, elle repose vraiment sur l'attractivité du spectacle cinématographique dans tous les cas. Et donc, en conclusion provisoire, avec le cas de Jean Commandon, voilà, très rapidement, hein, parce que c'était provisoire, c'est qu'effectivement, les stratégies d'attraction et de spectacularisation font partie intégrante des stratégies de transmission d'un savoir scientifique. C'est des choses qu'il faut vraiment prendre en compte pour comprendre le grand ensemble scientifique. Et l'attractivité que représente le cinéma scientifique pendant la période étudiée, elle a vraiment été exploitée avant tout à des fins commerciales, d'où sa spectacularisation des images de la science, mais aussi utilisée et profitée pour des fins didactiques et pédagogiques au passage. Voilà, et donc il y a de nombreuses perspectives pour mon M2 qui est en fait là d'élargir ce sujet à toutes les autres sociétés de production. Et donc, le cinéma de Jean Commandon, du fait scientifique au fait spectaculaire, devrait devenir le cinéma scientifique, du fait scientifique au fait spectaculaire. Et l'idée, c'est d'améliorer la méthodologie d'analyse et en fait de trouver des applications de cette méthodologie, donc d'essayer de trouver les différents sous-genres du film scientifique. L'idée, c'est de l'appliquer aux autres sociétés de production de l'époque, donc, et à même d'autres réalisateurs, parce que Jean Commandon n'était pas le seul réalisateur pâté, en tout cas même typiquement pour les films d'enseignement. Voilà, la société Gaumont aussi, avec l'encyclopédie Gaumont et tout un tas d'objets à étudier, et aussi par exemple la série Scientia de chez Éclair, et qui sont aussi des films dits scientifiques, destinés pour le coup à un public non initié. Et donc voilà, je prévois aussi voilà, des ajustements donc, en lien avec cet objectif final, qui est donc de diversifier le corpus film et non-film, de l'enrichir même, le corpus non-film, d'améliorer donc du coup l'analyse filmique, de prêter beaucoup plus d'attention, enfin en tout cas que la lecture de cette grille d'analyse, on ressente aussi la place des images un peu plus que la place des intertitres. Et aussi de continuer à développer la dimension pédagogique des films scientifiques, vraiment d'accès, voilà, parce que encore une fois, ce qui m'intéresse quand même plus, c'est comment l'image peut être vecteur de transmission de connaissances, et dans quelle mesure, et quels recours sont possibles pour ça. Donc, développer la dimension pédagogique du film scientifique, et développer aussi l'angle commercial qui m'a quand même interpellée. Et comme je vous disais par rapport au positionnement de Charles Pathé sur le cinéma d'enseignement, voilà, j'aimerais continuer à développer toute cette partie-là qui sous-tend en fait à la production des films scientifiques. Voilà.